À la suite du travail d'analyse que nous venons d'opérer, nous sommes cette fois-ci en plein dans la réflexion pour parler de plans détaillés et illustrés qui en réalité correspondent au travail à faire dans le développement. Et à l'entame de ce travail, je précise à votre endroit, chers candidats, chères candidates, que je n'ai pas oublié en réalité qu'une dissertation commence logiquement par une introduction suivie d'un développement et elle finit une dissertation par une conclusion. Mais dans une logique méthodique pour vous amener en réalité à mieux aborder votre épreuve de dissertation, à mieux réussir cette épreuve de dissertation, il est indiqué, je dis bien il est indiqué, mais pas obligatoire, qu'après l'analyse, que vous penchiez d'abord sur un plan détaillé et illustré. Et à la fin, de revenir sur le travail d'analyse pour être en mesure d'élaborer une introduction et donc d'élaborer une conclusion. Et tout cela constitue un travail de brouillon. Vous reprendrez tout cela après pour mettre au propre, bien entendu, en commençant par l'ordre classique, c'est-à-dire l'introduction, le développement, la conclusion. Ces trois parties entièrement rédigées. Et donc, pour en revenir maintenant au plan détaillé et illustré qui constitue l'ossature du développement dans ses différentes composantes, nous nous penchons d'abord sur une première partie de ce travail, puisqu'il en comprend trois comme annoncé. Et à rappeler que chaque partie est d'abord entamée par une idée directrice qui en constitue en fait l'idée essentielle. Cette idée essentielle est portée par une phrase introductive qui en fait constitue la grande idée qui devra être développée par des idées secondaires qu'on appelle donc arguments. Et donc pour entrer dans cette partie, nous précisons que nous allons exposer l'idée que la poésie est une source d'espoir et lui trouver des arguments, des illustrations pour justement en arriver à traiter cette partie-là. Et retenir donc que dans cette partie, l'idée directrice nous amène, l'idée essentielle de cette partie, nous amène à retenir que la poésie est source d'espoir. Elle aide l'humain à surmonter la misère et à transformer le monde. Et par rapport à cette idée, un premier paragraphe donc nous amènera justement à montrer dans un premier temps que tout d'abord la poésie soulage et sublime la souffrance, le désespoir ou l'angoisse existentielle. Voilà donc l'argument que nous retrouvons dans un premier paragraphe pour montrer que la poésie est source d'espoir. Et donc, pour justifier cet argument-là, que la poésie soulage, sublime la souffrance, le désespoir ou l'angoisse existentielle, nous allons justement montrer que le poète, par un jeu de langage, par une sorte d'alchimie, c'est-à-dire de magie, peut en arriver à se soulager d'une douleur et même contaminer justement le lecteur qui fait face à une tristesse, à une angoisse, j'en passe. Et donc, que faut-il retenir quand on dit que la poésie d'abord soulage et sublime, c'est-à-dire embellit en fait la souffrance humaine, le désespoir ou l'angoisse existentielle? On peut retenir que par le jeu de langage, la poésie parvient à calmer et à adoucir la souffrance, la douleur chez l'être humain, que ce soit le poète ou le lecteur. Il convient, dans cette optique,
de retenir également que par alchimie et par magie, voyez, le genre poétique illumine, embellit et transforme la tristesse, le désespoir en bonheur, en espoir. Et pour le prouver, justement, nous allons convoquer la littérature elle-même, la poésie. Nous allons convoquer des œuvres, nous allons convoquer des textes, des auteurs. Pour prouver cela, que donc la poésie soulage et sublime la souffrance pour l'angoisse existentielle, nous pouvons nous rappeler Joachim du Bellay dans son recueil Les Regrets, recueil qu'il a écrit pendant qu'il était en Italie, à Rome précisément. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve justement comme élément pour justifier ce que nous venons de dire? De Du Bellay, nous retiendrons ceci, que frappé par la nostalgie, c'est-à-dire l'angoisse due à son séjour à Rome, ce séjour d'ailleurs qu'il considérait un peu comme un exil, Joachim du Bellay, à travers son recueil Regrets, se confie à son ami Olivier Magny en ces termes. Il lui dit donc: je pleure mes ennuis, ou, pour le dire mieux, en pleurant, je les chante, si bien qu'en les chantant, souvent, je les enchante. Voilà, donc Du Bellay prend sa plume et en faisant référence à son ami, en s'adressant à son ami Olivier Magny, il lui signifie que dans sa tristesse, il prend pour refuge, il prend pour moyen de se soulager, de s'épancher, de se libérer de cette angoisse existentielle, donc de cette nostalgie-là qui le consume, la poésie. Donc c'est la poésie qui constitue pour lui un moyen de se libérer. Autre illustration, nous pouvons convoquer le poème Invitation au voyage de Charles Baudelaire. En réalité, Baudelaire qui est connu pour un peu ses envolées lyriques, et donc dans une dynamique toujours thérapeutique, compensatoire, dans une dynamique sublimatoire, c'est-à-dire qui consiste à se libérer d'une angoisse, d'une tristesse, Charles Baudelaire nous signifie dans ce poème, s'adressant au lecteur, évidemment, que la poésie est un moyen de surpasser, ou plutôt, si vous voulez, de dépasser un moment d'angoisse. Il dit ceci, s'adressant au lecteur: mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Donc, à retenir avec Baudelaire, à travers ses vers et dans ce poème Invitation au voyage, que Baudelaire propose au lecteur qui fait face à la tristesse, face au désespoir, face à l'angoisse, de choisir la poésie comme un moyen pour s'élever, un moyen pour s'évader, et donc de trouver un moment de calme, un moment de quiétude en réalité. Et toujours restant dans cette partie, et pour expliciter davantage l'idée que la poésie est source d'espoir, un second paragraphe nous amène à nous entretenir sur l'idée, sur l'argument que la poésie, cette fois-ci, est un moyen de dénonciation. La poésie est un appel à l'action. À la limite, il existe une poésie d'action. Donc, à retenir comme argument qu'en outre, la poésie dénonce et appelle à l'action, à la révolution, à l'insurrection, pour dire que par la poésie, le poète peut s'adresser au lecteur, le poète peut s'adresser au peuple qui fait face à la misère, qui fait face à l'oppression, à la domination, pour qu'il y ait justement un acte posé, pour qu'il y ait soulèvement, pour qu'il y ait en tout cas un cri de cœur par rapport à cette situation d'injustice, d'inégalité, etc. Et pour justement expliquer, pour justifier un tel argument, on peut retenir ceci, que la poésie est un art qui révèle, qui met à nu et qui pointe du doigt les inégalités, la misère socio-économique,
sous toutes ses formes. On peut retenir également que la poésie constitue un instrument pour combattre l'injustice et elle constitue un moyen pour faire face à l'oppression, à la domination. Et pour le prouver, en guise d'illustration, par exemple, nous convoquons Paul Éluard, lui qui, à travers une idée, en fait, dit ce qui doit être l'attitude du poète face à l'injustice. Éluard dit ceci pour justifier l'engagement sociopolitique du poète. Le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres, dans la vie commune. Donc ce que dit Éluard est clair pour signifier que le poète ne peut rester enfermé, comme on dit, dans sa tour d'ivoire quand rien ne va pour le peuple, quand le peuple est dans la tourmente. Le poète doit se sentir obligé justement de s'impliquer dans une bataille sociale, dans une bataille politique consistant à dénoncer et même à combattre, à s'insurger contre de telles injustices, de telles inégalités. Toujours pour illustrer ce que nous venons de dire, que la poésie dénonce, que la poésie appelle à l'action, au soulèvement, Hugo rejoint Éluard dans ses convictions lorsque lui-même, à travers son recueil Les Châtiments, il se met à stigmatiser, à pointer du doigt et à s'insurger contre l'oppression liberticide, c'est-à-dire meurtrière, de Louis-Napoléon Bonaparte, communément appelé Napoléon. Donc, dans ce recueil-là, Hugo, à la limite, prendrait en réalité un couteau ou bien une arme pour s'en prendre, pour attenter à la vie de Napoléon. Mais ceci, il le confie au lecteur, il le confie au peuple à travers des vers où il dit dans le poème intitulé Nox, parlant de Napoléon face à cette dictature sanguinaire, Hugo dit ceci: traînons-le, donc lui-même se sent concerné, traînons-le dans la boue au crin de nos chevaux, qu'il meure, qu'on le broie et l'écrase et l'efface. Noir canon, crachez, lui, vos boulets à la face. Voilà ce que Hugo recommande face à cette dictature sanguinaire de Napoléon, face à une oppression liberticide du roi Napoléon, de l'empereur Napoléon. Et lui-même, il a eu à préciser également dans un de ses poèmes qu'il a des rêves de guerre et qu'il aurait été soldat s'il n'avait été poète. C'est important à préciser toujours en guise d'illustration dans cette partie qu'on peut avoir en mémoire en réalité les poètes surréalistes face à l'occupation nazie, face à l'occupation allemande. Ces poètes ont eu à appeler la nation française en réalité à se dresser contre l'oppresseur, contre l'ennemi. Et c'est d'ailleurs dans cette dynamique de soulèvement du peuple qu'ils ont eu à déverser et à jeter par avion aux populations en fait des poèmes pour leur redonner courage. Et en toujours guise d'illustration, j'en viens à la littérature africaine pour convoquer Marouba Fall à travers son recueil Cris d'un assoiffé de soleil, qui en fait s'en sert ce recueil comme une expression d'une colère et d'une révolte contre ceux qui exploitent le peuple et le maintiennent dans la pauvreté. Et en cela, justement, Marouba Fall lance un cri de cœur, il implore le soleil d'être la lumière qui éclaire la marche des peuples, puisque le peuple qui croupit dans la souffrance en a besoin. On aurait pu multiplier, chers candidats, chères candidates, les exemples, et vous en avez autant à votre portée à travers vos cours, à travers le cours qui vous a été livré. Et je terminerai l'illustration donc de cette
ce deuxième paragraphe, toujours dans cette première partie, avec une citation d'Even Malagnouk qui dit ceci: si une nation n'a pas de chef, alors ce sont les poètes qui la guident. Donc pour dire que, d'après Even Malagnouk, les poètes pourraient se substituer à la place des chefs, des dirigeants politiques pour guider un peuple, signifiant ainsi le rôle ô combien important que peut jouer la poésie, que peuvent jouer les poètes en temps justement de désespoir, en temps de misère, face à l'inégalité, face à l'injustice. Et un troisième argument, donc dans un troisième paragraphe, pour toujours justifier l'idée que la poésie est source d'espoir. Comme argument dans ce paragraphe, nous soutenons l'idée que, enfin, par la conscientisation, le genre poétique peut transformer, peut changer la destinée de l'homme et la face de l'humanité. En réalité, la poésie peut toujours, dans une dynamique de soulager la misère du peuple, de libérer le peuple d'injustice, de faire face, ou en tout cas de remédier aux inégalités, le poète peut, à côté de l'engagement social ou politique, peut passer par un travail de conscientisation, par un travail d'éveil des consciences, de réveil un peu du peuple pour mieux se ressaisir, pour mieux appréhender ces situations de danger et trouver des solutions. Et donc, en ce sens, pour justifier cet argument, nous retenons que la poésie s'assigne, c'est-à-dire se donne une vocation didactique pour révéler la vérité et réveiller le peuple. La poésie peut être un travail de l'ombre au point d'amener le lecteur, le peuple, à se rendre compte de ce qui est faux et de découvrir la vérité, de découvrir le véritable chemin. Et donc ainsi, c'est comme si le poète sortait le peuple de la torpeur, comme si le poète réveillait le peuple d'un sommeil. C'est en cela qu'on pense justement donc que la poésie enseigne, elle éduque, elle éveille les consciences. C'est important. Et pour y parvenir, justement, nous pouvons faire allusion, pour illustrer cet argument-là, nous pouvons faire allusion au phénomène de l'émigration qui constitue un fléau aujourd'hui qui gangrène le continent noir, c'est-à-dire l'Afrique. Et donc, face à ce phénomène de l'émigration, fléau, comme je le disais, qui gangrène le continent noir, deux poètes sénégalais, à savoir Marouba Fall et Fama Diagne Sène, ont eu à se prononcer. Ces deux poètes sénégalais, donc, utilisent leur plume pour conscientiser surtout la jeunesse et l'intelligentsia africaine, la crème, comme on dit. Et Marouba, dans Pépites de terre, dans son recueil Pépites de terre, Fama Diagne Sène, de son côté, dans son recueil, à travers son recueil Barça ou Barça, les coulisses de la misère, tous deux donc chantent l'amour de la patrie. Oui, ils font l'éloge de la terre des pères. C'est pour en fait attirer l'attention sur la nécessité d'aimer, sur la nécessité de chérir et de mettre en valeur la terre natale. Ces deux recueils amènent justement la jeunesse africaine, l'intelligentsia africaine à reconsidérer leur rapport à leur terre natale, à rester chez eux et à justement se trouver les moyens d'y vivre heureux et décemment, et donc de développer cette terre-là. C'est important, voyez. Et dans cette dynamique justement d'éveil de conscience, et à propos justement de ce recueil Pépites de terre, un peu dans l'épilogue, justement, Marouba Fall dit ceci, il avertit le peuple africain, précisément les jeunes, l'intelligentsia, il dit: si tous ceux qui portent un rêve de partir accouchaient de leur désir, c'est-à-dire accomplissaient leur désir, l'Afrique serait vidée de ses bras valides et de ses cerveaux puissants.
alors le désert en ferait sa dernière bouchée. Et oui, pour Marouba, si tous ceux qui sentent le désir de partir s'en vont, réalisent ce rêve-là, alors l'Afrique n'aura plus de bras valides, la jeunesse, pour travailler et développer ce continent. L'Afrique également serait en fait laissée en rade par rapport à des intellectuels qui réfléchiraient au développement de ce continent. Et c'est dans cette dynamique d'ailleurs que Hugo, qui est connu non seulement pour son engagement, mais surtout pour son travail à éduquer le peuple, il dit ceci dans son célèbre poème Fonction du poète. Il dit: la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, roi et pasteur. Oui, la poésie, le poète avec l'étoile qui guide en fait tous les hommes, y compris les rois, y compris les pasteurs. Donc la poésie non seulement mène le lecteur, le peuple sur le droit chemin, mais elle mène même vers Dieu. La poésie peut même faire découvrir Dieu si donc on s'en tient à ce que Hugo nous dit. Pour dire tout simplement, en finissant donc ce paragraphe, à retenir que le poète est donc un prophète, un visionnaire, un guide, voyez, puisque prophétiser c'est cela, qui avertit non seulement, mais également et surtout qui corrige le peuple par une réflexion critique, par une édification morale. Le travail poétique peut être tel que le lecteur peut être amené donc à se poser des questions, à faire une autocritique et donc à se corriger, à revoir sa conduite. Voilà donc, chers élèves, chers candidats, chères candidates, ce qui fait l'objet de cette première partie. Et pour la finir, cette partie, il est bien indiqué de ne pas passer à la seconde partie de façon automatique. Il est donc recommandé, en finissant une première partie, de rappeler ce qui a fait l'objet de la réflexion dans cette partie et donc d'énoncer déjà ce qui sera dit dans la partie qui suit. Nous faisons donc face à la conclusion partielle et à la transition. Et à retenir donc par conséquent, le genre poétique constitue une lutte pour l'espoir et un chemin vers le progrès. Cependant, il apparaît essentiellement le genre poétique comme un art indifférent aux préoccupations sociopolitiques. Donc, la conclusion partielle nous rappelle que nous avons eu à développer, à nous pencher sur la poésie comme une lutte pour l'espoir et un chemin vers le progrès, mais tout de suite, nous énonçons ce qui fera l'objet de notre seconde partie pour dire que la poésie peut paraître essentiellement comme un art qui soit indifférent aux préoccupations sociopolitiques. Donc c'est cela qui faisait l'objet de notre première partie et qui déjà nous annonce ce qui se fera dans la seconde partie.